Hop, vas-y. Bonjour à tous et à toutes. Donc, la médiathèque Sampiro est heureuse d'accueillir notre cher Raphaël Lahoux, chroniqueur littéraire. Lahoux, oui. Chroniqueur littéraire, pour une conférence sur la littérature onirique d'hier et d'aujourd'hui. Essentiellement anglo-saxonne. Anglo-saxonne, effectivement, merci de me reprendre. Dans le cadre des nuits de la lecture 2021. Voilà, donc Raphaël, je te laisse la parole pour le plaisir de nos abonnés. Alors, je vais quelques aperçus sur la littérature onirique, c'est-à-dire liée aux rêves, aux songes, littérature onirique anglo-saxonne. Voilà l'étendue de mon sujet. En gros, depuis le Moyen-Âge jusqu'à presque à nos jours. Je tiens d'abord à rassurer tout à fait ceux qui m'écouteront, ceux qui verront en différé cette conférence. Je ne suis pas un spectre, je ne suis pas un fantôme, tout blanc et troublant, et je ne suis en aucune façon non plus une forme d'hologramme, laissons ça à quelques amateurs politiques, ni une variante, disons, ectoplasmique. Je vais tenter donc de donner ici un certain nombre d'aperçus sur les aspects oniriques liés de très longue date, depuis l'époque médiévale jusqu'à nos jours, à la littérature anglo-saxonne. De manière générale aussi, le rêve est très présent dans les arts, même si certains critiques et écrivains, si divers artistes, peintres et poètes, si quelques sculpteurs ont pour principe de s'en défier ou de refuser ce rêve et ce songe. L'Angleterre et l'ensemble des peuples et royaumes qui s'y associent, s'y mêlent ou en forment l'essentiel. Le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande sont un ensemble de pays de contes, de conteurs et de poètes. Un mélange de rêveurs et d'esprits pragmatiques, un mélange d'enfants éternels et de logiciens. Il faut bien avoir ça d'ailleurs à l'esprit dès le départ quand on aborde un sujet comme celui dont je vous parle à présent. Cette littérature onirique liée au rêve peut être prise au sens large. Le grec ancien, cher aux Anglais humanistes de la Renaissance notamment et de la fin du Moyen-Âge, nous y invite. Qu'il s'agisse de l'ardeur qui permet de rendre visible l'invisible, l'énergeia donc, en grec, ou de la fantasia, l'image, les songes, nés de l'imagination, une notion chère à Aristote dans plusieurs de ses écrits. Cette notion de rêve et cette notion onirique a marqué le haut Moyen-Âge anglais et ensuite tout l'humanisme britannique et anglais dans son ensemble de la Renaissance, notamment via Francis Bacon, homme de pouvoir et philosophe, mais aussi et surtout peut-être en 1516 et dans les années suivantes par les diverses variations du texte, l'Utopia de Thomas More et ses relais, notamment via Erasme. Sur l'importance de l'œuvre de Thomas More, je vous conseille vivement de lire un merveilleux essai de l'italien Carlo Ginzburg, publié en 2005 chez Verdier, je crois, et proposant 4 variations chapitrées sur la littérature anglaise. Nulle île n'est une île, 4 regards sur la littérature anglaise. Outre l'utopie de Thomas More, Ginzburg revenait sur divers aspects des œuvres poétiques de Philip Sidney, qui fut un poète et dramaturge élisabétain de la période de Shakespeare, et un poète majeur. Et il analysait aussi les œuvres de Lawrence Sterne, qui lui est mort en 1768, qui est l'auteur des Vies et opinions de Tristram Shandy, Gentleman, et du merveilleux Voyage sentimental en France et en Italie. Et puis, il faisait aussi des réflexions extrêmement pertinentes pour notre sujet autour de l'œuvre d'un Écossais célèbre, Robert Louis Stevenson. Le rêve, le songe sont des procédés littéraires de très longue date, dès l'Antiquité grecque et latine notamment. Le songe de Scipion, par exemple, par Cicéron, Scipion voyant Homère en rêve, a été largement analysé
par des commentateurs de l'Antiquité et médiévaux et a beaucoup inspiré les Anglais. Les devanciers grecs, comme Parménide, comme Platon, comme Socrate, et naturellement Homère et certains passages de rêves et de cauchemars de l'Odyssée ont profondément marqué le public et la littérature anglaise. Bien sûr, les équivalents latins, ceux de Virgile, d'Horace, de Cicéron ou encore de Lucrèce, ont fait de même. Ce bagage grec ou latin antique, ces semelles de vent, de rêves, ces outils de rhétorique pour définir un climat onirique et un ensemble de rêves littéraires, on les retrouve, toutes ces choses-là, adaptées au modèle poétique, romanesque, chanté, épique, dramatique et scénique, donc au théâtre aussi, de l'ensemble littéraire anglo-saxon. On les retrouve dans les modèles de la philosophie politique naissante ou dans le théâtre pré-élisabétain puis élisabétain, c'est-à-dire une période qui va en gros de 1560 ou un peu plus tôt jusqu'en 1740, parce que ça dépasse naturellement largement le règne 1742, même avec l'interdiction et l'interdit sur les théâtres, ça dépasse largement le règne d'Élisabeth Ier. Pardon, pas 1742, 1642. La révolte, c'est-à-dire la période du règne de Charles Ier. Ça couvre donc à peu près 80 ans, un peu plus. Et ce théâtre élisabétain ou pré-élisabétain, doublé d'inspiration biblique, reprenant les rêves et les songes de l'Ancien Testament principalement, et notamment de l'Apocalypse de Jean. Ça passe aussi dans bien des courants lyriques, dans des récits, dans des discours littéraires anglais, par de multiples et nombreuses méthodes de rhétorique, diverses formes allégoriques classiques. Des allégories, des prosopopées, c'est-à-dire cette forme de personnalisation, d'incarnation symbolique du discours, avec notamment l'incarnation de la patrie, de la nature, c'est-à-dire de principes essentiels et souvent moraux. Un principe que l'on partage via le rêve ou l'apparition spectrale. Alors on retrouve ça chez les latins, les grecs et naturellement chez les anglais. Et dès le Moyen-Âge. Mais ce qui nous intéresse principalement, c'est dès le Moyen-Âge anglais, le ton allégorique, le cauchemar réel de divers chroniqueurs aussi, face notamment aux menaces des raids vikings. Protégez-nous, Seigneur, de la violence et de la folie des hommes du Nord, trouve-t-on dans des livres de prière anglais. Divers mémorialistes ou encore de nombreuses traces et écrits en marge justement de ces livres de prière. Cela dit, c'est à partir en gros du XIIe siècle que dans un commun élan français et anglais, dans les années 1170, 1175 et le dernier quart du siècle précisément, qu'on peut évoquer une œuvre précisément onirique de tradition chevaleresque, inspirée par aussi l'Antiquité, c'est-à-dire Alexandre le Grand. C'est le roman d'Alexandre ou le roman de toute chevalerie de Thomas dit de Kent, l'un des textes fondateurs de la littérature anglo-saxonne et en partie française aussi, où les rêves, les songes sont des exemples nombreux et variés. Il est bien sûr rédigé en vers, précisément un peu plus de 8000 vers, ce qui est quand même une somme assez nette, et en vers dodécasyllabiques, ce qui est un genre tout à fait particulier et un type particulier. C'est une transposition donc d'Alexandre le Grand et notamment à travers deux rêves célèbres, je ne ferai qu'en esquisser un, le rêve de la reine Olympias, mère d'Alexandre, et le rêve du roi Philippe. Alors, un songe provoqué par magie en fait, celui d'Olympias, avec un mage égyptien et qui s'appelle Nectabanus. Et quand il eut écouté la reine, Olympias, il regarda le soleil, la lune, les planètes et tous les signes qu'il trouva. Par leur équation, il vérifia un pressentiment qui est en fait celui de la naissance d'Alexandre, et il éprouva toutes les aventures qu'il voulut, puis rendit le verdict de ce que la reine lui demandait et dit « Vous ne vous êtes pas trompé sur ce que vous avez dit. Le roi vous abandonnera et prendra une autre femme. Mais il vous viendra un enfant qui vengera votre honte et gouvernera tous les royaumes
des environs qu'il conquérera d'ici jusqu'à la capitale de l'Orient. Et s'ensuit toute une analyse du rêve de la reine que je vous conseille de lire dans diverses versions désormais trouvables en livres de poche dans les collections dédiées à l'histoire médiévale et aux grandes chroniques médiévales. Le rêve d'Olympias a marqué durablement la littérature anglaise et la littérature, disons, de chevalerie, et ce qu'on a appelé ensuite le roman anglo-normand, et en France en général le roman breton, d'une manière vraiment très profonde et pratiquement jusqu'au XVe, XVIe siècle. Un autre Thomas, plus anonyme que notre Thomas de Kent, est à peu près dans la même période, et lui aussi très important, a créé une romance de Horn avec aussi dans ce récit plusieurs rêves importants. C'est un récit épique et aventureux dans une tradition du roman d'aventure et dans un ensemble que l'on connaît bien en France naturellement, dans la France médiévale, qui est le roman d'amour courtois. Et ce roman de Horn, avec les amours compliqués du petit seigneur modeste Horn et de la très noble Rimmel, ça n'est pas un maquillage, c'est le nom du personnage, celle-ci étant menacée, persécutée. Ce roman est très important, il est bâti sur des rêves, des prophéties, qui aussi est ponctué par une lutte acharnée contre des Sarrasins. Et il a inspiré beaucoup la littérature anglaise médiévale et au-delà. Et puis il a inspiré en France un compositeur, Camille Saint-Saëns, qui mérite de ne pas être oublié. C'est une très belle page musicale et une belle évocation, vraiment, la romance de Horn de Saint-Saëns. Et c'est un courant du roman anglo-normand qui est donc resté en vigueur jusqu'au XVe siècle. À ce courant, on pourrait aussi relier, dans une version plus poétique, un poète majeur qui préannonce ou qui préfigure de manière plus mystérieuse le grand Geoffrey Chaucer, mais qui s'appelle Robert Wace, ou Maître Wace, et qui se partage dans cette époque du royaume plantagenet entre la tradition normande et française et la tradition anglaise, mais qui est l'un des fondateurs des lettres anglaises. Cette littérature mélange, outre le roman et le poème, un ensemble de contes religieux, des chroniques historiques, des récits biographiques, dont ceux concernant William Marshall, le Guillaume le Maréchal, le modèle idéal du chevalier, cher à Georges Duby, qui a, en tant que médiéviste français, consacré à Guillaume le Maréchal une merveilleuse évocation en fin de carrière. Guillaume le Maréchal, qui meurt modestement, qui se fait enterrer nu tel qu'il était venu au monde, et qui est le modèle de l'idéal chrétien et chevaleresque, et qui est l'objet de chroniques diverses où les rêves, les songes, les ambiances féeriques et la gloire chrétienne se mélangent de manière superbe. Disons-le nettement, le rêve servira nettement et profondément ces deux Thomas et leurs romans et ceux de leurs continuateurs, mais on peut trouver des manuscrits de ces œuvres-là, Thomas de Kent et de la romance de Horn ensuite, dans les collèges et les universités anglaises, dans un certain nombre de cathédrales aussi, et puis naturellement pour une partie d'entre eux également en France, à la Bibliothèque nationale, et ils ont été brillamment étudiés par un certain nombre de spécialistes sorbonnards. Je vous renvoie aux travaux pour la romance de Horn aussi, de Marie-Françoise Alamichel, qui a beaucoup publié sur le sujet. Donc, on peut considérer que, débutant avec le Moyen-Âge anglais, tout cela survit jusqu'à nous, via la musique et Saint-Saëns. Mais vient le XIVe siècle, le XVe siècle ensuite, et la montée progressive du XVIe siècle, avec un apport du rêve, un climat onirique qui se poursuit, et notamment avec le XIVe siècle, la personnalité très étonnante, politique et créatrice véritablement des lettres anglaises, le Dante, si vous voulez, de l'Angleterre, le conteur merveilleux aussi, Geoffrey Chaucer. Alors il a vécu autour des années 1400, et c'est l'auteur fameux
des célèbres contes de Canterbury, qui ont paru à peu près en 1477. Et il y a de nombreux rêves dans les contes de Canterbury et leurs variantes, et notamment un coq, Chanteclair, roi d'une basse-cour, qui fait un rêve en vers absolument significatif. Et puis il y en a d'autres qui sont plus liés à une certaine vision de la tradition grecque, et notamment autour du personnage de Thésée et d'Athènes et de Thèbes, et d'un exilé grec qui s'appelle Arcite. Ça a influencé notamment le théâtre shakespearien, et donc il faut mentionner cela. Je vais vous lire quand même ce petit fragment. « Pourquoi parlerai-je toute la journée de sa misère, celle de l'exilé Arcite ? Il est en présence du dieu Mercure qui essaie de le réconforter. Pourquoi parlerai-je toute la journée de sa misère ? Quand il eut enduré pendant 1 an ou 2 ce cruel tourment, cette peine et cette misère, à Thèbes, en son pays, comme je l'ai dit, une nuit, alors qu'il dormait, il lui sembla que Mercure, le dieu ailé, se tenait devant lui et lui demandait de se réjouir. Il tenait son bâton de sommeil, droit en main. Il portait un chapeau sur ses cheveux brillants. Il remarqua que ce dieu était équipé comme quand l'Argus s'endormit. Mercure lui dit « Tu vas aller à Athènes, c'est là qu'il est prédit une fin à ta misère. » À ces mots, Arcite s'éveilla et se leva. « En vérité, dit-il, malgré la peine que je puis en avoir, je pars tout droit pour Athènes, et la crainte de la mort ne m'empêchera pas de voir madame que j'aime et que je sers. Peu m'importe de mourir si c'est en sa présence. » Vous mesurez que ça mélange à la fois le ton du « en vérité » biblique, le ton des traditions grecques et latines, et le ton de l'amour courtois, c'est-à-dire quoi de plus beau que de mourir en la présence de celle qu'on aime. Ça influencera aussi Coleridge et Kublai Khan, son fameux poème de 1797, certainement. Nous quittons Chaucer et ses contes fameux, et nous allons au-delà de 1477, et pour passer un bon siècle, nous plongeons dans le théâtre élisabétain, le théâtre de Ben Jonson, le théâtre de Thomas Kyd, le théâtre de Christopher Marlowe, de Philip Sidney et de tant d'autres, qui sont des poètes parfois violents, parfois sentimentaux, qui recourent sans cesse aux rêves, à l'ambiance onirique, féerique, à la manie des spectres, des apparitions. Et bien sûr, c'est pour évoquer aussi le grand William Shakespeare, qui n'est pas que l'auteur de pièces, mais qui est aussi l'auteur de sonnets et de poèmes fameux où le rêve intervient aussi souvent. Mais dans l'œuvre shakespearienne, principalement théâtrale, il est aussi acteur qu'il est auteur, comme Molière en France le sera. Dans l'œuvre shakespearienne, il y a près de 200 références au rêve. Il est donc très difficile de choisir pour vous éclairer autour de toute cette œuvre majeure qui comporte des pièces historiques, qui comporte des comédies, comme vous le savez, qui comporte des tragédies antiquisantes ou des rêves pastouraux, et qui comporte des féeries complètes, comme le songe d'une nuit d'été. Alors revenons à Shakespeare, justement. Né en 1564, ça tout le monde le sait, à Stratford-upon-Avon, mort en 1616, en ayant quitté la scène depuis quelques années peut-être, Shakespeare fut auteur autant qu'acteur. Mais Shakespeare, vous le savez, illustre le prétendu âge d'or, et prétendument calme âge d'or, de la fin des Tudors, c'est-à-dire le règne principal, celui d'Élisabeth Ier. Or, c'est un monde et un temps violent, presque aussi complexe que celui dans lequel avait évolué le regretté Thomas More, le père de l'utopie, qui avait eu la tête coupée par son souverain qu'il servait pourtant fidèlement, vous le savez, le fameux Henri VIII, le père de la redoutable Élisabeth Ier. Cela dit, c'est une période aussi où l'on commence beaucoup à s'interroger sur la notion de mélancolie, chère à Aristote, et qui revient chez les humanistes anglais à travers notamment l'analyse de rêves, l'analyse de cauchemars, la conception autour d'une vision onirique
positive ou inquiétante et finalement très inquiétante du monde. Je pense en particulier aux publications d'un homme qui a fini par se pendre, semble-t-il, à Oxford dans sa chambre, qui était un grand humaniste qui s'appelait Robert Burton et qui est l'auteur d'un traité célèbre en 1611, L'anatomie de la mélancolie. On a confondu le rêve, le songe, l'aspect onirique, le rêve et le poème qui se mélangent et se rejoignent dans toutes les traditions littéraires possibles, de la Grèce à l'Angleterre et partout ailleurs du point de vue géographique et littéraire. Comment envisager l'Angleterre géographique dans la période qui nous intéresse et avec Shakespeare aussi? L'Angleterre littéraire sans le rêve, le songe, le caractère et les hauts degrés oniriques. L'Angleterre, vous le savez, est une île et un ensemble d'îles et qui a de tout temps essayé d'avoir une vision à la fois concrète et de l'imaginaire. Shakespeare est par quintessence l'esprit même du rêve et de l'onirisme anglais. Politiquement, oui, poétiquement, historiquement et du point de vue scénique, il en incarne toutes les dimensions. L'Angleterre, il l'est et il l'incarne autant qu'il l'exprime dans ses paysages, ses violences, ses nécessités et ses espoirs. Le rêve, le songe, le climat politique, le cauchemar, le climat poétique onirique et l'ensemble rêveur, tout cela est partout présent dans l'œuvre shakespearienne. L'Angleterre rêveuse est autant affaire de climat, de géographie mélancolique que de littérature. Pays d'herbes mouillées, de landes, de rocailles, de rivières et de prairies, de forêts et de campagnes, de brouillards, ce bloc et cet ensemble d'îles ne pouvaient fournir qu'une usine à rêve, et quelle usine à rêve est plus belle peut-être que le songe d'une nuit d'été, cette féerie absolue qui inspirera ensuite tous les écrivains anglais et tous les musiciens anglais, tous les poètes après Shakespeare. Et je pense notamment à l'adaptation musicale dans le plein épanouissement baroque et classique de la musique anglaise, c'est-à-dire par Henry Purcell, The Fairy Queen, qui est directement une transposition de ce Midsummer Night's Dream, ce songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Mais il n'y a pas que le songe d'une nuit d'été pour évoquer le rêve dans Shakespeare. Il y a les pièces historiques elles-mêmes. Le rêve de Calpurnia, interprété au sens analysé par le devin aveugle. Le rêve de Calpurnia, c'est la femme de Jules César. Vous savez qu'elle a eu la vision prophétique que César serait assassiné. Elle lui recommande donc de ne pas sortir, de ne pas aller au Sénat. Et on fait interpréter et analyser le rêve par un devin qui arrive à des conclusions inquiétantes, mais César sort quand même. C'est la fameuse séquence ensuite des Ides de Mars, en lui disant « Prends garde aux Ides de Mars, elles ne sont pas encore finies ». Et ça donne un songe féminin tragique et superbe. Il y a aussi un songe de Brutus. Il y a toute une série d'éléments oniriques dans cette partie historique. Mais on en retrouve aussi dans Richard III, d'une manière fondamentale, c'est-à-dire dans une vision non pas d'actualité, mais relativement proche encore des événements pour Shakespeare, bien qu'il présente Richard III comme un monstre absolu, ce qui ne tient pas d'ailleurs quand on analyse la réalité historique du personnage et de l'époque. Les travaux de Paul Murray Kendall l'ont d'ailleurs très bien montré, et puis d'autres depuis. On a d'ailleurs retrouvé la dépouille de Richard III dans des conditions absolument rocambolesques, oniriques et cauchemardesques, mais on a retrouvé le fameux squelette qu'on croyait perdu depuis la bataille de Shrewsbury. Et ça ne se limite pas à un royaume pour un cheval, mais il y a des rêves célèbres dans Richard III, et notamment le fameux rêve de Clarence, son frère, qui va finir noyé dans un tonneau d'ambroisie à la Tour de Londres, et qui a un dialogue avec son ami Brackenbury. « Quel était votre rêve, dites-moi, je vous prie, monseigneur. »« Il m'a semblé que j'étais évadé de la tour, répond Clarence, et que je m'étais embarqué pour passer en Bourgogne, ayant en ma compagnie mon frère Gloucester, c'est-à-dire le futur Richard III, qui m'invitait à sortir de ma cabine pour me promener sous les écoutilles.
De cet endroit, nous regardâmes du côté de l'Angleterre et nous rappelâmes mutuellement à notre mémoire 1000 circonstances tragiques qui nous étaient arrivées pendant les guerres d'York et de Lancastre. Comme nous nous promenions sur le périlleux plancher des écoutilles, il me sembla que Gloucester trébuchait et qu'en trébuchant, il me précipitait, moi qui avais pensé à le retenir, par-dessus bord et au milieu des vagues houleuses de la mer. Ô Seigneur, Seigneur, quelle souffrance! Il m'a semblé que c'était de se noyer. Bien sûr, le rêve sera encore plus terrible et finira par se réaliser. Il sera là aussi prophétique. Shakespeare joue d'ailleurs dans toute son œuvre avec l'Antiquité, avec la rhétorique des rêves d'une manière superbe, et en particulier avec la fantasia aristotélicienne et avec cette ardeur, cette energeia dont je vous ai parlé au début de mon entretien. Cette energeia qui rend visible l'invisible, qui rend claire la menace, notamment dans une comédie délicieuse, la plus belle pièce shakespearienne, selon Chesterton, critique, essayiste, journaliste, romancier, conteur malicieux qui croyait lui aussi aux fées, au surnaturel, et au surnaturel chrétien en particulier, et qui ne se tarit pas d'éloges pour le songe d'une nuit d'été. Pour Chesterton, le songe d'une nuit d'été incarne toute l'énergie de la rieuse et joyeuse Angleterre, celle d'avant le puritanisme guindé, celle d'avant l'ennui, celle d'une foi heureuse et de la communion intime et mystique entre une nation, un peuple, ses œuvres et une époque. Je le répète, il y a près de 200 références dans l'œuvre de Shakespeare relative aux rêves. On pourrait bien sûr en revenir aux songes et aux cauchemars du roi Lear, aux évocations de Lalande, aux sorcières, de Macbeth également. On pourrait évoquer les songes et les réflexions sur le rêve des différents moments et dialogues ou monologues de Hamlet. Et puis, on pourrait aussi évoquer, pour des influences jusqu'à Kipling et Chesterton, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au XXe siècle débutant, et au premier quart ou un peu avant la première moitié du XXe siècle, tout ce climat du théâtre élisabétain, féerique et merveilleux. Seule exception peut-être dans le théâtre élisabétain, mais on ne sait pas à qui attribuer la pièce d'ailleurs. Un auteur mystérieux, on l'a partagé entre Kidd, Marlowe, Shakespeare et quelques autres, et puis peut-être une collaboration entre les trois, mais l'œuvre est restée partiellement anonyme. C'est la seule et c'est la première pièce anglaise et peut-être la première pièce au monde qui ne fait pas de héros royaux, aristocratiques ou de dieux, de divinités, de faunes, des personnages de romans, mais qui abolit ces personnages féeriques ou royaux et qui fait des personnages pas de romans, de pièces, des personnages ordinaires, quotidiens, bien réels. C'est Arden de Faversham. Arden de Faversham, c'est l'histoire d'un meurtre qui a bien eu lieu d'ailleurs dans les années 1580-90. Et c'était un homme influent qui a été assassiné par sa femme, probablement, et son amant. Ça a donné une pièce dramatique où l'élan de cauchemardesque et l'ambiance de cauchemar et pas de rêve positif ne manquent pas, où la sorcellerie ne manque pas non plus. Mais ça donne une pièce extrêmement contemporaine pour l'époque, une pièce pratiquement d'actualité. C'est la seule incursion, ou du moins la première, dans le théâtre élisabétain qui évacue à ce point la féerie pour plonger non pas dans le rêve positif, mais dans le cauchemar. Il faudra, et c'est la seule qui ne mette pas en cause des personnages royaux, comme le fait Marlowe lui-même, par exemple. Marlowe et Thomas Kidd, qui sont des personnages fondamentaux. Marlowe, qui est aussi le créateur du Dr Faustus, inspiré de contes allemands et qui inspireront ensuite naturellement Goethe, puis Nerval en France. Vous voyez que Faust, ses rêveries et tout l'ensemble songeur, onirique, inquiétant, mais aussi du rêve sentimental qui inspire jusqu'à Bulgakov et le Maître et Marguerite, après tout, ça vient aussi et ça passe par l'Angleterre, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier non plus, je vous ai parlé de Shakespeare, qu'il y a des rêves tout à fait délicieux, charmants, des définitions du rêve et du rôle des hommes au milieu du rêve,
notamment dans Roméo et Juliette ou dans ce discours un peu cynique et un peu sibyllin de Mercutio à Roméo. Et puis il y a la définition de l'amour et du rêve, que Roméo soit autre chose que Roméo par Juliette. Et puis il y a un autre exemple, on peut considérer l'importance de la Tempête de Shakespeare ou du Conte d'hiver, c'est-à-dire des pièces de la fin de sa carrière. Et la Tempête en particulier a été révisée par un grand poète anglais au XVIIe siècle finissant, John Dryden, et c'est une transposition directe aussi d'une variation sur le songe d'une nuit d'été, et les deux œuvres ont indiqué et permis une transposition musicale par Purcell, qui s'inspirera aussi des rêves de Don Quichotte pour une partie de ses œuvres musicales. L'importance de la musique et de la féerie et du niveau onirique important dans la littérature transposée en musique, on la voit, on la ressent après Purcell dans des compositeurs du XXe siècle. Je pense à Ralph Vaughan Williams, à Sir Edward Elgar, et puis peut-être au plus inspiré de tous, Sir Benjamin Britten. Enfin, il faut aussi signaler chez Purcell une très belle variation autour de Didon et d'Énée et de cet ensemble de rêveries superbes. Au-delà de la période élisabéthaine, on a des exemples au XIXe siècle, qu'ils soient largement entamés ou pas, et jusqu'au XXe siècle, et en particulier depuis Robert Louis Stevenson, et pas seulement à travers Jekyll et Hyde et sa vision cauchemardesque, mais aussi dans les pièces ou dans les transpositions du délicieux Oscar Wilde, et puis dans une version plus contemporaine au XXe siècle, dans une réflexion sur l'histoire de l'Angleterre dans les pièces de Robert Bolt, qui sera plus tard, ou à peu près en même temps, le scénariste principal des grands films de David Lean, et puis dans les pièces de Peter Shaffer, qui n'est pas que l'auteur de Amadeus, qui est une pièce au demeurant, où Salieri a quelques belles hallucinations qui tiennent du cauchemar onirique, et quelques scènes de somnambulisme sans doute. Mais je pense en particulier à une pièce moins connue qui a donné un film d'ailleurs inquiétant avec Richard Burton, qui est Equus, et qui est une pièce psychanalytique où on peut trouver différents cauchemars et de très violents rêves, notamment celui du psychiatre qu'incarnera au cinéma Richard Burton. Il y a dans le théâtre classique anglais une tendance à vouloir prolonger le rêve, notamment au début du XXe siècle, tout ce qui concerne cette construction d'un rêve idéal, d'un monde idéal, d'un monde dont l'enfant sauvage et heureux est le vrai maître. C'est bien sûr ce monde de théâtre et de grands spectacles qui est celui de Peter Pan, de Sir James Barrie. Nous sommes en 1904. Mais je ne voudrais pas ne pas évoquer devant vous un certain nombre d'autres éléments. J'ai évoqué la musique, j'ai évoqué le théâtre, j'ai évoqué le roman médiéval ou renaissant. Il faut bien sûr évoquer le roman classique anglais depuis le XVIIIe siècle à peu près, et la poésie anglaise entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, c'est-à-dire dans le courant qui va, si vous voulez, de Sir John Milton et Alexander Pope à Bunyan. Je veux dire bien sûr l'époque du paradis perdu de Milton et du paradis retrouvé. Alors il y a un rêve dans le paradis perdu, un rêve d'Ève qui est extrêmement célèbre, et un rêve de Jésus-Christ dans le paradis retrouvé qui ne l'est pas moins. Il y a d'importantes séquences oniriques dans Le voyage du pèlerin, texte extrêmement fameux et inspirant pour beaucoup d'écrivains après lui de John Bunyan, qui date de 1678. Et puis il y a bien sûr les poèmes superbes d'Alexander Pope,
où le monde onirique côtoie l'idéal chrétien de la même façon. Et puis il y a tout le côté des mémorialistes, des diaristes. Je pense à quelques fragments de rêves. Nous sommes là en 1660-1666 à peu près, dans le fameux journal du diariste Samuel Pepys. Il faut aussi tenir compte à cette époque-là où à peu près de la dimension scientifique du rêve et des songes, par exemple d'Isaac Newton, qui ponctue une partie de ses œuvres écrites. Mais je vous ai parlé de la poésie et nous devons évoquer tout un courant qui va de la fin du XVIIIe siècle à la forme du premier quart, en gros, ou un peu moins, du XIXe siècle. Je veux parler de ces poètes anglais pré-romantiques, les poètes dits lakeistes du district du lac. Ce sont des gens comme Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, comme Burns, Robert Burns, comme le jeune poète Walter Scott, qui n'est pas encore le romancier des romans d'aventure, c'est-à-dire d'Ivanhoe, qui utilisera d'ailleurs beaucoup le rêve, la sorcellerie, un certain nombre d'éléments oniriques inquiétants ou positifs dans ses romans historiques, mais qui est un poète lakeiste, c'est-à-dire un poète romantique qui utilise le rêve aussi. Et puis, bien sûr, des poètes essentiels comme Wordsworth. C'est un courant poétique qui va tenir en gros jusqu'en 1850 et dont l'une des pièces les plus célèbres est un rêve de l'empereur Kublai Khan par Samuel Taylor Coleridge, écrit en 1797 et publié en 1816 sur l'insistance de Byron. Byron est lui aussi un grand théoricien et un grand utilisateur du rêve, comme William Beckford à peu près à la même époque, et un peu plus tôt Beckford. Pour en revenir au courant lakeiste, ce courant pré-romantique et romantique a bâti le rêve idéal, le rêve inquiétant ou le rêve amoureux qu'on retrouve dans toute la littérature anglaise romantique, poétique et de prose ensuite de l'époque, qui se traduit en prose par un certain nombre d'adaptations en contes de l'œuvre de William Shakespeare. Je pense aux contes d'après Shakespeare de Mary et de Charles Lamb, publiés une première fois en 1807 et qui ne cesseront d'être un succès de librairie, est vraiment un des ouvrages dominants de la culture anglaise où le rêve, la songerie parfaite, le climat onirique et féerique est maintenu. Et il faut attendre, au fond, une évolution du XIXe siècle poétique et romanesque, c'est-à-dire à partir de Oliver Twist, notamment, et de toute l'œuvre, en fait, d'un personnage comme donc le très cher Dickens, pour mesurer que tout cela, tout le côté onirique, n'a pas disparu et ne se borne pas simplement à une image romantique dans la littérature anglaise, comme on pouvait le croire aussi via Keats ou via Thomas de Quincey dans les années 1820-1830. Chez Dickens, le rêve, notamment dans son fameux Un chant de Noël, avec le personnage de Scrooge et les spectres qui le mobilisent et qui l'inquiètent, le rêve devient matière d'une analyse sociale forte et chaleureuse et en même temps sévère, et en exaltant les vertus d'un peuple anglais tout à fait sensible. Alors dans le roman, ça c'est la partie, disons, des contes chez Dickens, mais on le trouve aussi dans ses romans dits plus sérieux ou plus sociaux. Cet aspect du rêve, on le trouve partout dans Oliver Twist, on le trouve dans David Copperfield, on le trouve dans Nicholas Nickleby, on le trouve dans la plupart de son œuvre, et on le trouve aussi dans ses collaborations, disons, plus policières avec Wilkie Collins et des ouvrages écrits en collaboration l'un et l'autre. Chez Dickens, c'est extrêmement important, mais ça dépasse Dickens. Ça appartient aussi au roman traditionnel anglais avant le XIXe siècle, et je pense notamment à
la version des voyages de Gulliver de Swift, dont on a fait un roman pour enfants, mais qui est d'abord une satire politique sous une forme de fable, qui est une satire sociale extrêmement importante et qui utilise la rêverie, qui utilise même de très vieilles affaires du rêve de la littérature antique, c'est-à-dire le dialogue avec les morts, dans une des îles en particulier des voyages de Gulliver, mais des morts qui deviennent décrépits, gâteux, agressifs, des morts célèbres qui deviennent terrifiants et qui sont finalement achevés et abandonnés par les plus jeunes dans une des îles d'un des 4 voyages de Gulliver. On trouve ce climat de rêve onirique, malicieux ou inquiétant chez Laurence Sterne, notamment dans les Vies et opinions de Tristram Shandy dans les années 1750. On trouve ça dans tout le XVIIIe siècle anglais, et on retrouve donc ce rêve soit sous une forme angoissée dans certains rêves d'Oliver Twist, soit sous une forme plus positive dans d'autres romans de Dickens. Mais comment ne pas tenir compte alors d'une forme de rêve et de cauchemar qui ponctue la littérature anglaise romanesque depuis le XVIIIe siècle et tout le long du XIXe. Vous voyez que donc les périodes poétiques et romanesques se chevauchent ou se complètent, puisque on trouve l'équivalent des cauchemars, des drames épouvantables avec des spectres partout, des apparitions, des horribles, des affreux, et une ambiance morbide dans tout le roman dit gothique, et pas seulement le roman d'horreur anglais qui naît avec Anne Radcliffe et quelques autres, et aussi avec des variations de William Beckford et d'autres, qui est un courant qui va des années 1760 aux années 1820-1830. Arrive ensuite une période plus poétique, plus étonnante, plus posée, avec un rêve redevenu fascinant et qui ne vire plus tout à fait totalement forcément au cauchemar, avec ce qu'on a appelé, au fond, comment dire, un courant littéraire chaleureux et délicat, de romans sensibles, qui sont aussi un mouvement pictural très important, c'est-à-dire le courant poétique et de dessinateurs, de peintres, de graveurs, de portraitistes et de paysagistes marqués par l'Italie et par tout l'héritage renaissant et féerique qui est le courant pré-raphaélite. Bon, et en dehors de cela, se greffe entre le 19e siècle, ça démarre le mouvement pré-raphaélite autour de 1848, et ça influencera, parce qu'il les connaîtra beaucoup, il sera très proche d'eux, un personnage aussi fondamental pour le rêve et la littérature définie comme, et le roman défini comme un rêve lui-même, avec une héroïne qui rêve de bout en bout. Je veux parler bien sûr de Lewis Carroll, qui sera très proche des mouvements pré-raphaélites, et notamment de Ruskin et d'un certain nombre de poètes majeurs. Mais comment je vous ai évoqué l'importance des transpositions musicales à l'époque de Shakespeare et du théâtre élisabétain et de ses suites par Purcell de l'œuvre shakespearienne, mais comment ignorer ce courant pré-raphaélite qui se traduit aussi en musique, qui se traduit ensuite au XXe siècle d'ailleurs, qui se prolonge par différents moyens musicaux et chez des compositeurs comme Britten ou comme Vaughan Williams ou Elgar. Ce côté féerique retrouvé qui renoue avec une partie de la féerie de la Renaissance et qu'on retrouvera dans une forme surnaturelle non pré-raphaélite, mais disons de surnaturel chrétien positif chez Chesterton, c'est un mouvement qui ne cesse d'habiter la littérature anglaise, évidemment. Alors, on peut aussi évoquer des formes plus romantiques, soit plus tragiques et plus inquiétantes, dans le roman anglais du XIXe siècle, comment sortir des rêves et des cauchemars des personnages des sœurs Brontë, par exemple, aussi bien pour Les Hauts de Hurlevent que pour Jane Eyre. On peut y voir aussi la préfiguration et l'annonce des cauchemars et des personnages menaçants des romans, en partie gothiques d'ailleurs, d'inspiration, et romantiques à tout crin. Et je pense au plus célèbre roman romantique anglais du XXe siècle, qui est
après tout, le Rebecca de Daphné du Maurier, mais que Hitchcock a si fortement illustré. Elle est aussi l'auteur de La Taverne de la Jamaïque, comme elle sera aussi l'auteur d'ailleurs d'un autre cauchemar, La Nouvelle qui sert aux oiseaux, d'Hitchcock. Et vous voyez que, d'ailleurs, je vous ai dit que ça marquait la peinture, je vous ai dit que ça marquait la musique, ça marque Purcell, ça marque Elgar, ça marque le roman tragique anglais du 19e absolument superbe, et je pense notamment, en dehors des Sir Brontë, à un autre personnage qui se partage entre le 19e et le 20e siècle, et qui est un écrivain majeur, qui est Thomas Hardy, qui est l'homme de Tess de Burville, de ces forêts et de ces landes absolument terrorisantes, de Loin de la foule déchaînée, de Joe the Obscure. Bon, ça habite aussi le roman féministe intelligent de l'époque du 19e siècle, qui est celui de l'immense George Eliot, c'est-à-dire Middlemarch et le Moulin sur la Flosse. Il y a toute une ambiance onirique de la campagne anglaise et de la société anglaise qu'on retrouve là. Ça habite aussi évidemment dans le roman d'aventure classique et historique, qu'il s'agisse du roman d'un ancien poète léquiste, Walter Scott. Tous les romans historiques de Walter Scott sont liés à une vision onirique ou idéale, et avec des moments féeriques ou cauchemardesques, des recours à la sorcellerie, et notamment Ivanhoe. On retrouve ça dans un genre plus inattendu, chez un Écossais rêveur, et dans une autre partie de son œuvre, en dehors de son personnage le plus célèbre, mais même dans son personnage le plus célèbre. Je veux parler de Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, où, après tout, on joue avec les êtres rouges, les ombres, les angoisses, l'aspect cauchemardesque, les inquiétudes. Le plus illustre exemple étant probablement tout le prologue et toute la légende du fameux chien des Baskerville. Bon, et puis ça joue sur une littérature enfantine autre que celle de Lewis Carroll ou de Peter Pan, où ça joue d'ailleurs beaucoup, le côté féerique en moins chez Barrie. Ça joue dans ce roman d'aventure classique qu'on trouve depuis Marryat jusque dans le courant du XXe siècle en Angleterre, et je pense notamment à naturellement tout ce qui tourne autour de Stevenson, mais tout ce qui tourne autour d'autres héros qui ont inspiré du reste le cinéma. Je pense notamment aux adaptations et à celles somptueuses de Fritz Lang, des contrebandiers de Moonfleet, du fameux roman Moonfleet de John Reed Faulkner, ou d'un autre classique historique peuplé de personnages angoissants et de personnages sentimentaux, romanesques et rêveurs sur les landes anglaises, qui est Lorna Doone, grand roman aussi. Je pense en particulier aussi à un genre qu'on a un peu oublié et qui mérite, entre le 19e siècle finissant et le 20e siècle, d'être entièrement salué, c'est-à-dire le roman onirique d'histoire amoureuse, qui a donné, à mon sens, deux romans majeurs et peut-être deux des plus beaux romans de la littérature anglaise, qui sont en 1891 Peter Ibbotson de Georges du Maurier, dont Henry Hathaway en 1935 a tourné une version mémorable avec Gary Cooper, et qui est l'histoire de deux amoureux. Ça se passe en bonne partie en France, à Paris d'ailleurs, parce que du Maurier avait des origines françaises. C'est le grand-père ou l'arrière-grand-père de Daphné du Maurier. Et Peter Ibbotson, c'est l'histoire de deux amants séparés par la vie, par la prison, par l'exil, et qui se retrouvent chaque nuit amoureusement dans leurs rêves sans que leur vie ne soit coupée, rompue. C'est l'un des plus beaux romans d'amour et l'un des plus beaux romans oniriques qui a beaucoup marqué les surréalistes français qui soient. Il est notamment traduit autour de 1945 par Raymond Queneau, ce qui n'est pas rien, et on le trouve dans de nouvelles traductions maintenant. Il y a aussi un autre roman, plus ironique, plus enjoué, un peu plus dans le ton des féeries et des
histoires, des contes et des railleries d'Oscar Wilde ou de Chesterton, qui est un roman d'une demoiselle qui s'appelait Joséphine Aimée Campbell Leslie et qui signait R.A. Dick, qui est l'auteur de Madame Muir et son fantôme, qui est un roman délicieux qui se ponctue lui aussi par une histoire d'amour absolument improbable entre un spectre d'un vieux capitaine ou d'un capitaine de marine au long cours qu'on croit suicidé qui ne l'est pas, et une jeune veuve anglaise au tournant de la fin du 19e et du tout début du 20e siècle. C'est un roman absolument magistral qui a donné un film qui ne l'est pas moins, de Joseph Mankiewicz, L'aventure de Madame Muir avec Rex Harrison et la délicieuse Jean Tierney. Et enfin, il ne faut pas oublier du reste que Mankiewicz a adapté superbement le Jules César de Shakespeare avec Marlon Brando et quelques autres, James Mason et Louis Calhern par exemple, et John Gielgud, et qui a aussi quelques cauchemars et beaux rêves transmis par Mankiewicz. Et puis ce roman anglais classique, au fond, du rêve, de la féerie, du climat onirique, on le retrouve jusqu'au XXe siècle encore, dans bien des formes, alors dans des formes de contre-utopie ou de contre-rêve avec Huxley ou avec Orwell, mais on le retrouve aussi dans le roman d'aventure, dans le roman d'inspiration initiatique et spirituelle, par des personnages aussi attachants et étonnants que Tolkien, tout le cycle naturellement du Seigneur des Anneaux, ou le monde de Narnia, de son ami d'ailleurs et complice C.S. Lewis. Ça domine toute la littérature anglaise et ça continue encore dans le domaine de l'heroic fantasy ou de la fantasy tout court, encore aujourd'hui. Et puis on a des personnages un peu oubliés aujourd'hui, très mal traduits en France et qui mériteraient d'être rappelés, comme un Irlandais mort en 1957, qui est l'un des pères du roman d'anticipation, du roman d'aventure et d'angoisse et de mélange onirique ou cauchemardesque, qui est Lord Dunsany, qui était un Irlandais mémorable. Et puis, bien sûr, le roman plus inattendu dans les débuts du XXe siècle encore, et dans la première moitié du XXe siècle, le roman majeur qu'on peut trouver dans des formes rêveuses, rêvant autour de l'Odyssée et de l'Iliade d'Homère, et puis d'autres aspects du rêve chez Joyce, Ulysse et Finnegan's Wake, qui jouent aussi autant que Orwell et d'autres sur les mots, et sur les mots valises chers à Lewis Carroll, mais qui est une large méditation autour d'un rêve complet, qu'on retrouve d'ailleurs cette ambiance onirique et inquiétante ou touchante dans son recueil de nouvelles Dubliners. On trouve aussi un rêve dont on ne sait pas s'il est vrai ou cauchemardesque ou idéalisé ou vu par une réalité ou imaginé, qui est le viol du personnage féminin du roman de Edward Morgan Foster, La route des Indes, adapté ensuite par David Lean. Et puis, pour lier le XXe siècle et le mouvement élisabétain, je vous rappellerai ce mot final d'un texte célèbre d'un grand aventurier, d'un homme de guerre et d'un écrivain, Thomas Edward Lawrence, le fameux Laurence d'Arabie, mort en 1935 accidentellement, qui a dit « Ceux qui rêvent la nuit rêvent en imaginant dans leur recoin poussiéreux que le rêve à leur réveil n'est qu'une vanité. Ceux qui rêvent de jour, les dreamers of the day, sont des gens dangereux, car ils peuvent rendre, en le jouant ou en le vivant, leur rêve possible. » Et il disait, c'est ce que j'ai fait. J'espère, au terme de cette contribution, vous avoir montré en tout cas que du Moyen-Âge au XXe siècle finissant, et même encore jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines de la littérature anglaise et des lettres anglaises, si souvent un peu trop négligées en France, le rêve est présent, qu'il soit positif, enfantin, concret et politique, ou qu'il finisse cauchemardesque. Voilà, le songe, le rêve, c'est vraiment une constante de la vie,
et de la littérature anglaise, cette terre d'herbe mouillée. Je vous remercie.